Bonsoir et bienvenue à cette rencontre avec Evelyne Bloch-Dano qui va nous présenter donc, son dernier livre, L'âme sœur, consacré à la rencontre entre Nathalie Bauer-Lechner et le compositeur Gustav Mahler, un livre qui vient de paraître chez Stock, une coédition Stock qui est France Musique. Et Evelyne Bloch-Dano, on vous connaît comme une spécialiste des biographies. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à des femmes, je pense à la mère de Proust, par exemple, à George Sand ou à d'autres personnages, d'autres femmes de lettres. Avant qu'on rentre évidemment qu'on ouvre votre livre et qu'on commence à le feuilleter. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est d'abord le personnage de Mahler, en vous intéressant à Mahler, vous avez découvert cette femme, ou est-ce que vous aviez entendu parler de cette Nathalie Bauer-Lechner, Evelyne Bloch-Dano? Bonsoir. C'est en effet Mahler qui m'a guidée, mais je pourrais dire que d'une certaine manière, ce sont deux femmes, puisque ce sont Annelise Gastaldi et Virginie Buscaille, qui m'ont véritablement ouvert la voie. Donc deux des musiciennes qui sont parmi nous. Deux des musiciennes qui sont... La violoniste et la pianiste. Et qui m'ont proposé un projet commun, me faisant écouter un CD qui était destiné à un mécène du violon. Et en écoutant ces deux morceaux, il y avait une sonate de Mozart et l'Adagietto de Mahler, j'ai été vraiment saisie, je dirais, d'abord par cette interprétation. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à Mahler. Et c'est en effet que vous connaissiez déjà, j'imagine, je connaissais sa musique, bien sûr, mais très peu sa vie, très peu sa biographie. Oui. Et donc j'étais contente parce que je me suis dit, enfin, un homme dont je vais pouvoir parler. Mais voilà, manque de chance, manque de chance ou chance, je n'en sais rien. J'ai rencontré Nathalie Bauer-Lechner sur le chemin. Alors comment avez-vous procédé? Parce qu'on sait que vos livres sont à chaque fois toujours très documentés. Ce sont des biographies, des récits, mais qui sont quand même très argumentés, très documentés. Vous faites beaucoup de recherches. D'ailleurs, ce livre, L'âme sœur, comment faut-il le présenter? Est-ce qu'on peut le présenter comme une biographie? Je ne le crois pas vraiment, parce que vous prenez la parole, vous intervenez, vous glissez souvent entre les personnages, il y a des interventions de vous à la première personne du singulier. Pour vous, c'est quoi ce livre-là? C'est un essai, une réflexion sur un voyage à la fois personnel, parce que vous parlez quand même pas mal de vous? Écoutez, pour moi, c'est tout de même une biographie. Mais c'est une façon différente de concevoir la biographie. On pourrait dire que c'est une biographie littéraire. Et ce qui m'a paru important, c'est peut-être de montrer que c'est un regard contemporain sur la vie de Mahler et de Nathalie Bauer-Lechner. Et finalement, j'étais là un peu comme une sorte de témoin et de fil rouge. Alors c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait au début de mon travail de biographe. Jamais je me permettais, quand je parlais de Madame Zola, de Madame Proust, de parler de moi en même temps. Mais dans ce livre-là, d'abord il y a une évolution, j'ai peut-être pris un petit peu de liberté aussi avec l'âge et le temps. Et donc dans ce livre, j'ai vraiment ressenti le besoin d'intervenir. Et je pense qu'on a plusieurs façons de concevoir la biographie. On peut la concevoir comme, c'est Bourdieu, je crois, qui parle de l'illusion biographique. Donc j'essaye de vous transporter dans les personnages, dans l'époque, dans les lieux, comme si vous y étiez, et au temps, finalement, passé, tel que le vivaient les personnages. On peut romancer, faire une biographie romancée, ce que je ne fais pas. C'est-à-dire que je n'invente pas de dialogue, il n'y a pas de fiction proprement dite, si vous voulez, comme dans une biographie romancée. Mais je trouve que dans la biographie contemporaine, on peut, au contraire,
essayer de jouer sur les différentes dimensions temporelles. Là, pour moi, ça s'imposait à cause, bien sûr, et de la vie de Mahler et de l'Autriche, où j'avais des souvenirs. Donc peut-être que je ne l'aurais pas fait, et même certainement que je ne l'aurais pas fait avec n'importe quel sujet. Là, j'ai essayé de le faire assez discrètement, et tout de même toujours en situation et sans briser le récit. Alors il y a tout un travail donc, de documentation préalable, mais également vous êtes parti sur les traces de Mahler et de Nathalie Bauer-Lechner. Vous le racontez d'ailleurs dans le livre. Le livre commence d'ailleurs par ça, par ce récit sur les traces à la fois en Bohême et en Autriche, à Vienne. C'était oui. Pour vous indispensable. Vous procédez toujours ainsi quand vous établissez une biographie, d'avoir l'air des lieux? J'aime bien, oui. Mais alors, en fait, pour moi, je fais tout en même temps. C'est-à-dire, je ne fais pas un temps la documentation, la recherche des archives, après le voyage, après l'écriture. C'est plutôt par chapitre, par tranche de vie. Et donc, aller sur place, ça donne une chair, si vous voulez, un relief à ce qu'on a pu voir dans les archives. Donc, bien sûr, les archives, c'est fondamental. On pourra en reparler, et là, on en avait quand même un certain nombre, la correspondance, etc. Donc, il faut travailler de cette façon-là. Mais, et ça a une valeur presque affective, hein, l'archive. Vous avez l'écriture de la personne, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais aller sur place, suivre cet itinéraire, quand vous êtes au bord de la Thursee et que vous êtes dans la Heuschen, un lac en Autriche où, on en parlera, Nathalie et Gustave vont passer plusieurs étés. Quand vous êtes sur place, que vous êtes dans cette petite maison où il compose et où il y a un piano, enfin, vous avez le même paysage, exactement le même paysage sous les yeux, la même atmosphère, la même température de l'eau aussi. Enfin, là, quand même, vous vivez les choses et vous pouvez les décrire avec peut-être plus de vérité ou de sensibilité aussi. Ça fait partie de la sensibilité. Donc voilà, ça me permet. Et le fait d'être allé en Bohême, dans le village natal de Mahler, et dans Callisté, puis à Jihlava où il a grandi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez du coup appréhendé différemment le personnage? Oui, alors ça a été très important. C'était ce voyage-là était relativement au début de mon travail. Et je tenais vraiment à voir les lieux où il avait grandi jusqu'à l'âge de 15 ans, hein, puisqu'il est parti, il a fait un petit séjour à Prague, mais il est parti à 15 ans pour Vienne. Et là, vous êtes dans une ville de République tchèque, donc on est à la frontière de la Moldavie et de la Bohême. Il est né en Bohême et Jihlava est plutôt en Moldavie. Là aussi, ce sont des paysages, ce sont des maisons, ce sont des rues. Je suis allée aussi dans des villages de Bohême. Alors, à la fois sa maison natale, qui tout de même a changé, mais ça reste un tout petit hameau. Enfin, c'est une auberge au bord d'une rue, enfin, d'une route. On imagine ça très bien, hein, même à l'époque. Puis on a des photos. Et puis, je suis allée aussi dans des lieux très émouvants comme la synagogue où ses parents se sont mariés et donc la ville où habitait la famille maternelle de Mahler, dans le cimetière où ses parents et ses petits frères et sœurs sont enterrés à Jihlava, mais aussi à Ompolek où les grands-parents sont enterrés, et les grands-parents maternels de Kafka dans le même cimetière. Tous ces lieux sont, vous comprenez, ils sont chargés d'histoire, et ils sont chargés d'une histoire parfois douloureuse, évidemment, et notamment la disparition de tous ces juifs de cette région de Bohême et de Moldavie dès 1939, hein, dès l'entrée des Allemands
en Tchécoslovaquie, ce qui était la Tchécoslovaquie. Ouais. Donc tout cela, vous le vivez, vous le sentez différemment, je pense. Alors, peut-être faut-il maintenant quand même présenter nos deux héros, Mahler et Nathalie Bauer-Lechner, qui viennent donc de milieux et de régions différentes. Ils vont se retrouver à Vienne, ville natale donc, de Nathalie Bauer-Lechner. Donc, elle naît en 1858, lui, Mahler, en 1860. Donc, ils ont juste 2 années d'écart. Lui, donc, se destine à la musique assez jeune parce qu'on découvre ses dons. Donc, vous l'avez dit, il part pour Vienne. Donc, quand il a 15 ans, il va au conservatoire de Vienne. Elle, née dans une famille bourgeoise, cultivée. Son père est libraire. D'origine, enfin, le grand-père, je ne sais plus s'il est paternel ou maternel, est d'origine hongroise, c'est oui, ça? Le grand-père paternel, oui. Voilà. Et donc une famille dans laquelle la culture et donc bien évidemment la musique a une grande importance. Les enfants font de la musique, donc Nathalie fait de la musique, donc du violon. C'est ça? Oui, c'est une famille très cultivée. La mère fait partie d'une famille aussi qui était assez connue à Vienne à l'époque de juristes, les Wini-Warter. Et la librairie, c'est la plus grande librairie universitaire de Vienne. Et son père va devenir éditeur également assez rapidement. Donc son père s'appelle Lechner. Lechner, voilà, Rudolf Lechner. Il a repris lui-même la librairie de son propre père. Et il lèguera la maison d'édition à son fils. Et dans ce milieu, on fait de la musique, on peint, on dessine, on écrit. Donc il y a vraiment une initiation très précoce pour Nathalie à tous ces arts, et en particulier à la musique. C'est le cas aussi de sa plus jeune sœur, et elles vont entrer très tôt au conservatoire. Alors il y a une sorte de paradoxe dans leur éducation, c'est-à-dire qu'elles ont une éducation musicale très poussée, mais comme dans la bourgeoisie de cette époque, elles ne vont pas à l'école, elles ont des précepteurs à la maison. Les garçons vont à l'école, mais pas les filles. Voilà, pas les filles. Et Nathalie l'a beaucoup reproché à ses parents, parce qu'elle dit qu'il lui a manqué une sorte de socle, si vous voulez, vraiment pour organiser ses connaissances. Donc elle a un côté autodidacte, elle lit beaucoup, elle va toujours écrire, mais elle parle plusieurs langues, puisqu'elle cite Histoire de ma vie de George Sand en français, etc. Donc elle parle couramment l'anglais, l'italien. Mais bon, elle estime qu'il y a une sorte d'injustice de base dans cette éducation. Donc on comprend qu'ils viennent tous deux de milieux quand même très différents, parce que la famille de Mahler était plutôt, même si le père a fait des affaires et que ça marchait bien, mais ce n'était pas du tout le même environnement, en tout cas intellectuel et culturel. Il se trouve qu'à un moment, ils sont tous les deux donc à Vienne, puisque Mahler y est venu pour faire ses études. Et alors, dans quelles conditions se sont-ils rencontrés? C'est finalement la musique qui les a fait se rencontrer, Evelyne Bloch-Dano. Oui, il y a une sorte de scène initiale, si vous voulez, de leur rencontre, qui est très belle, qui est racontée par Nathalie dans ses souvenirs. Elle vient au conservatoire pour assister aux répétitions du concours de fin d'année. Elle est là avec sa sœur, et arrive sur scène un jeune garçon qui doit présenter une symphonie. Et le directeur Helmsberger, qui était un homme assez sévère, qui était le professeur du reste des sœurs Lechner, entre en espèce de fureur et lui dit que sa partition est négligée, pleine de tâches, et lui jette à la figure. Et Gustav Mahler, donc ce jeune Gustav, petit, le regard noir, l'air un petit peu à la fois timide et farouche, est obligé de sortir. Et Nathalie dit que dès cet instant-là, elle a compris qu'il était exceptionnel, que c'était quelqu'un d'exceptionnel, et qu'il y avait là un génie que les autres n'identifiaient pas encore. Alors, évidemment, c'est un regard rétrospectif, mais je pense que dès où elle est sincère, c'est qu'elle a senti une personnalité différente, et probablement, elle a déjà perçu le musicien à ce moment-là.
Un extrait de la symphonie de jeunesse qui a disparu, c'est probablement que Mahler a dû ramasser, mais c'était donc un extrait donc, de son quatuor avec piano qui est une de ses œuvres de jeunesse, une des rares œuvres que l'on conserve de ses compositions de jeunesse, d'un Mahler d'une de 16 ans. Oui, voilà, d'une quinzaine d'années. Oui. Qui connaît la musique de Mahler, notamment ses symphonies ou même ses lieder. Alors, je pense beaucoup de mal à identifier l'auteur de la musique qu'on vient d'entendre, qui est beaucoup plus romantique, on va dire, vraiment oui. typique du romantisme allemand. Evelyne Bloch-Dano, donc, quand Mahler et Nathalie Bauer-Lechner se rencontrent, façon de parler, on va dire plutôt se croisent. Se croisent, bien sûr. Donc, au Musikverein à Vienne, ils ont tous les deux, elle a quoi, 17 ans et lui 15 ans, c'est ça ? Exactement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on a compris, d'après ce que vous avez pu nous dire, que c'est une femme qui a un caractère plutôt indépendant, qui a reproché donc à ses parents de ne pas être allée à l'école, mais qui est très cultivée. Donc on imagine un esprit très ouvert, très vif, très curieux. Vous nous la présentez se promenant seule dans Vienne, au Prater notamment, qu'elle connaît comme sa poche, écrivez-vous. Mais alors, ce qui est quand même très surprenant de la part d'une jeune femme de cet âge, c'est qu'à 17 ans, elle décide de se marier avec quelqu'un qui a 20 ans de plus qu'elle et qui plus est veuf et père de 3 enfants. C'est totalement surprenant. D'ailleurs, vous-même reconnaissez dans le livre ne pas pouvoir clairement expliquer ce mariage. Oui. C'était un professeur donc qui s'appelle Alexander Bauer, d'où son nom, donc oui. Bauer-Lechner. Oui, c'est un professeur de chimie, voilà. Quelqu'un qui est un chercheur également, qui deviendra recteur de l'Institut de technologie de Vienne. C'est un personnage très posé. Alors, vous dites, elle décide, mais moi, je n'en sais rien. Oui, alors, vous voyez, on revient à la biographie. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça aussi la façon de concevoir la biographie. Je peux vous raconter 2 histoires. Je peux vous raconter une histoire dans laquelle les parents la forcent à se marier parce qu'elle est un peu rebelle, parce qu'elle est trop indépendante et qu'on se dit, oulala, il vaut mieux la caser. Bon, voilà, il y a une histoire possible. Ça va la calmer. Il y a une deuxième histoire, je peux vous la raconter, romantique. Il aime la musique, il est invité, il fréquente la librairie universitaire, on peut imaginer. Sûr, il est invité, il entend, et il voit cette charmante jeune fille. Il y a une histoire d'amour née entre on a une photo de cet homme, une sorte de géant blond, aux yeux clairs. Voilà, je peux raconter de façon romantique. Etc., etc. Mais je ne sais pas. Et donc, je trouve important de dire à ce moment-là que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est peut-être vraisemblable, c'est en effet qu'on ait pensé qu'il valait mieux la marier et que cet homme qui paraît placide, qui semble avoir les pieds sur terre, était finalement un assez bon parti. Mais il a en effet 3 petites filles, et donc elle se retrouve à 17 ans, belle-mère de ses 3 enfants. Pour quelqu'un et pour une jeune femme éprise de liberté, c'est quand même se retrouver dans, si ce n'est une prison, mais quand même un cadre vraiment contraignant. Ah oui, oui. Alors c'est certain, elle en parle très peu. Donc tout ce que je peux penser et tout ce que j'ai pu tirer, c'est ce qu'elle dit de l'éducation des enfants. Parce qu'elle s'est beaucoup intéressée à cette question, elle a des idées très arrêtées sur le sujet. Elle pense qu'il faut tout dire aux enfants, tout est dans la façon de leur expliquer, il faut répondre à toutes leurs questions, y compris sur la sexualité, etc. Et elle donne l'exemple, elle donne l'exemple d'une petite fille un peu sauvage et un peu justement récalcitrante, qu'elle a réussi de cette façon-là à convaincre. Et on sait qu'elle est restée liée avec ses filles et ses petites filles jusqu'à la fin de sa vie. Puisque l'un des derniers textes manuscrits qu'on a d'elle, c'est une photo au dos de laquelle qu'elle a dédiée à l'une des petites filles. Donc, mais le mariage n'a pas tenu quand même. Non, alors le mariage... Temps, elle se sépare, c'est ça. Voilà, au bout de quelques années, elle
elle tombe amoureuse d'un autre homme. Qui est lui-même marié. Alors, bon, on en reparlera peut-être, c'est un milieu où on est assez libre, non pas le milieu des parents, mais le milieu qu'elle va fréquenter ensuite, c'est un milieu un peu bohème, et elle a cette passion pour Siegfried Lipiner, qui est un ami de Gustav Mahler. Et voilà, donc, en effet, cela va aboutir à une séparation et un peu plus tard un divorce. Et c'est finalement dans ce milieu bohème intellectuel que Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler vont vraiment se fréquenter, enfin faire connaissance d'abord et se fréquenter ensuite. Parce que là, ils se sont croisés ils sont juste croisés. Mais ils n'ont évidemment pas échangé le moindre mot. Oui, d'autant que pendant un certain nombre d'années, Gustav Mahler, lui, fait son apprentissage de musicien et de chef d'orchestre. Il mène déjà une double carrière à la fois de compositeur, mais surtout de chef d'orchestre. Et de chef d'orchestre pour finalement gagner sa vie. Et ultérieurement, ce sera aussi gagner... pouvoir entretenir ses frères et sœurs quand ses parents auront disparu. Donc, ils vont se retrouver chez des camarades du conservatoire, en fait. Et à 2 reprises, qu'elle raconte. Elle raconte dans une ambiance un peu débridée, joyeuse, où on fait de la musique. Et tous les 2 fréquentent visiblement le même milieu, qui est ce milieu avant-gardiste, avec des tendances à la fois socialistes, végétariens, ils sont végétariens et très admiratifs de l'idée d'une grande Allemagne qui commence à naître dans la foulée de Wagner, de Nietzsche, etc. On connaît de toute façon en plus l'effervescence intellectuelle de la Vienne de ces années-là, dans tous les domaines, la peinture, l'architecture et la musique, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'ils vont finir parce qu'ils se croient donc dans ces réunions. Ils sympathisent déjà. Voilà, dans ces réunions assez bohèmes que vous présentez, Evelyne Blokdano. Mais à quel moment vont-ils devenir, parce qu'en fait, ils deviennent amis? Oui, alors... il va y avoir un moment dans la vie de chacun, une sorte de traversée du désert, si je puis dire, plutôt affective pour Nathalie et plutôt, je dirais, compliqué pour Mahler quand il dirige l'opéra de Budapest. Et donc, il va traverser une période difficile. Et il propose à ses amis de Vienne de venir lui rendre visite. Quand il est en poste à Budapest. À partir et de donc, 1890, je crois. Voilà. Et elle vient en 1890. Elle le rejoint à Budapest. De façon tout à fait amicale, comme d'autres auraient pu y aller. Et ils vont se découvrir, en fait, au cours de ces quelques jours, ce qu'elle appellera les affinités électives, puisqu'ils sont tous les 2, ils adorent Goethe tous les 2, donc c'est l'un de leurs points communs. Ouais. Mais aussi la nature, la marche. Alors, il y a beaucoup de points communs qui les absolument, qui les réunissent, et ils découvrent à ce moment-là, alors évidemment la musique, mais aussi la campagne, la nature et des marches. C'est une des premières choses qu'il lui écrit, du reste, quand il lui propose de venir. Il dit « Je sais que vous adorez marcher, on pourra aller se promener ». Donc voilà, et c'est ce qu'il lui fait découvrir tous les environs de Budapest, enfin Pest. Et c'est là que naît un sentiment qu'elle décrit plutôt comme un sentiment fraternel, si vous voulez, entre eux. Une amitié fraternelle. Lui a l'air d'ailleurs de la considérer presque comme un copain, puisque vous dites qu'il en parle comme d'un garçon, en utilisant le masculin. Oui. Donc on imagine que c'est effectivement plutôt de la franche camaraderie qu'autre chose. Oui, il parle de tout. En tout cas de son côté. Oui, il se parle beaucoup. Elle l'écoute, mais il l'écoute aussi. Et oui, il emploie à 2 reprises le terme de ein guter Kamerad, un bon copain, c'est ça, voilà, un bon camarade. Et donc,
à ce moment de leur vie, il semblerait que ce soit sur ce plan-là, avec déjà quand même le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui ressentait les choses de la même manière, même si, explique-t-elle, il est comme une mer de feu. Je trouvais très jolie cette expression pour parler de Gustave Mahler, il s'emporte, il est passionné, etc., alors qu'elle est plus calme. Elle est déterminée. Ouais. Mais elle est beaucoup plus calme. Lui a un caractère beaucoup plus versatile. Très versatile. Les 4 saisons dans la même journée. Oui. Ouais. Tous les proches de Mahler l'ont dit, y compris les gens les plus admiratifs comme Bruno Walter ou des gens comme ça. Oui. Alors je voudrais qu'on fasse, Evelyne Bloch-Dano, une petite parenthèse pour revenir à votre travail de biographe, parce qu'on a compris que vous avez compulsé donc une riche documentation, vous avez fait le voyage, mais on n'a pas encore parlé, enfin vous en avez fait allusion, mais donc Nathalie Bauer-Lechner laisse quand même un témoignage écrit, et non des moindres, concernant ses relations, son amitié avec Gustav Mahler. Ça, évidemment, pour un biographe, c'est du pain béni. Mais oui, et du reste, au fond, c'est uniquement comme ça qu'on la connaissait jusqu'à présent, et que les biographes de Mahler la fréquentent, si je puis dire. C'est qu'elle a l'idée de lui poser des questions sur sa création, sur la façon dont il compose, sur son enfance, sur sa jeunesse. La multitude de détails que nous avons viennent de cela. Et donc elle l'écrit, elle le note. C'est ce qu'elle appellera ses Mahleriana, sur le modèle de ce qu'avait fait un disciple de Goethe, justement, Eckermann. Et elle va, durant plusieurs années, comme ça, écrire, et alors elle l'écoute, elle prend des notes, elle réécrit après. Et donc on a aujourd'hui, malheureusement, donc il y a eu au total une trentaine de cahiers à peu près. Ouais. Hein. Et certains, une bonne partie a été perdue, malheureusement. Une grande partie. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en retrouvera pas. Il faut toujours être un peu optimiste dans ce domaine. Enfin, quelquefois en vain, mais bon, on en retrouvera peut-être. Pour l'instant, en tout cas, moi, ceux que j'ai consultés, ou plutôt j'ai consulté la transcription parce que c'est difficile à lire, parce qu'ils ont été recopiés. Donc à la médiathèque musicale Mahler, à Paris, se trouvent d'une part ces cahiers eux-mêmes et leur transcription. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on a une foule de détails à la fois sur sa propre vie, qui en général n'apparaissent pas, si vous voulez, dans les versions qui concernent Mahler. On évacue ce qui concerne directement Nathalie. Et puis sur leur vie, leur voyage, leurs vacances, etc. Alors, je voudrais qu'on bouscule un petit peu la chronologie, et de toute façon, on ne va pas faire un résumé du livre, ça n'aura strictement aucun intérêt. On a évoqué au début de notre entretien que Nathalie Bauer-Lechner avait étudié donc, le violon qu'elle pratiquera plus tard de façon même professionnelle, puisqu'elle fera partie d'un quatuor. Elle passera aussi du violon à l'alto. Pouvez-vous nous dire en quelques mots son travail comme musicienne au sein de ce quatuor ? Alors, elle a fait au conservatoire, elle avait le violon comme instrument principal et le piano. Et donc, elle joue couramment du violon, ça c'est certain, parce qu'elle raconte qu'elle joue avec Mahler, il joue les sonates de Beethoven. Et puis, elle va entrer dans un quatuor qui se crée en 1895. C'est Marie-Soldat Röger, qui est une grande violoniste extraordinairement connue à l'époque, qui crée ce quatuor. Et à ce moment-là, elle va passer, alors certainement qu'elle jouait déjà de l'alto, mais on ne l'enseignait pas, je crois, à l'époque. Donc, on va peut-être vous faire écouter à ce moment-là un petit passage comme ça du violon. Deux pages de Bach pour violon et alto. Violon et alto.
Donc il y avait d'abord à l'alto une pièce, un extrait d'une suite pour violoncelle de Bach, et puis ensuite un extrait d'une des partitas du même Jean-Sébastien Bach, partita pour violon seul. Evelyne Blogdano, donc encore quelques mots sur la carrière de musicienne de Nathalie Bauer-Lechner. Donc elle est donc au sein de ce quatuor, un quatuor uniquement féminin, c'est ça? Uniquement féminin, Oui. et qui a une particularité parce qu'il y avait un certain nombre de quatuors féminins, mais qui jouaient une musique en général un petit peu légère. Plutôt légère, oui. Oui. Et elles vont, on va vraiment les comparer aux plus célèbres et plus, je dirais, exigeants quatuors de l'époque, Rosé ou Joachim, etc. Donc c'est une très belle carrière parce que elles vont, le quatuor va vivre pendant 20 ans, ou presque 20 ans. Elles jouent dans les plus grandes salles et à travers toute l'Europe. Donc elle a une vie, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi. C'est qu'on on a tendance à limiter, si j'ose dire, Nathalie Bauer-Lechner à Mahler, à sa relation avec Mahler. Mais pas du tout. C'est aussi une musicienne à part entière et qui, une fois encore, va avoir une carrière voyager et les critiques sont enthousiastes. Elle joue à Berlin, à Londres, et dans toute l'Europe, en Italie, en France, etc. Vous avez cité le quatuor Rosé, qui était effectivement un des grands quatuors de l'époque, fondé par Arnold Rosé, qui était le premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui sera le beau-frère de Mahler, puisque sa sœur Justine épousera donc ce musicien. Revenons donc à la relation entre l'amitié, pour l'instant, je ne sais pas si vous allez nous le dire, comment elle va évoluer, entre Nathalie et Gustave. Alors, donc elle l'a rejoint à Budapest, elle l'a rejoint pendant quelques jours, pendant que lui était en poste. Et puis ensuite, donc on sait qu'il reste quelques années à Budapest, après il ira à Hambourg jusqu'en 1897. Date à laquelle il prendra la direction de l'orchestre, de l'opéra de Vienne, mais pour laquelle devra se convertir pour obtenir ce poste de directeur de l'opéra de Vienne. Oui. Alors, ils vont, durant toute cette période, donc là, je n'entre pas dans le détail, mais ils passent tous leurs étés ensemble, avec aussi Justine, la sœur, l'une des sœurs, et puis d'autres amis. Mais en tout cas, c'est souvent Nathalie et Justine qui organisent les séjours. Ils vont aller à Bad Gastein, ils vont à Berchtesgaden, ils vont à Latorzé, au bord de Latorzé, près de Salzbourg et de Bad Ischl, enfin bon. Excusez-moi, de quel œil voyait-elle cette Nathalie, Justine, la sœur? Parce qu'apparemment, elle avait l'air d'écarter toutes les femmes qui s'approchaient trop près de son frère. Oui, donc elle est plus jeune que Mahler est l'aîné, Gustave est l'aîné. Il va vraiment se consacrer, s'occuper de ses frères et sœurs survivants, puisque dans cette famille de 14... Il y en avait 14 au départ, il en reste 6. Il en reste 6, et dont un autre va un des mourir, frères qui va se suicider. Ouais. Donc, Justine c'est elle qui tient, comme on disait, tient la maison de Mahler avant qu'elle soit mariée. Elle gère tout ce qui est l'intendance de Mahler. Comme souvent, à l'époque, on a ces couples, si je puis dire, de frères et sœurs, comme ça, très proches. Et elle est très possessive. Alors, Nathalie, dans un texte ultérieur qu'on a découvert il y a seulement quelques années, une lettre qu'elle a écrite à un jeune... à l'époque étudiant, Hans Riehl, Nathalie dira qu'elle était tellement jalouse et possessive qu'en effet, dès qu'une femme commençait à entrer dans l'intimité de Mahler, elle devenait redoutable et elle, au fond,
elle empoisonnait la relation. Ouais. Mais en même temps, elles sont assez proches. Hein, ouais, c'est pour ça justement la relation, enfin comment a-t-elle perçu cette Nathalie Bauer-Lechner, la sœur de Mahler? Je pense qu'elle l'a perçue comme un danger possible. Ouais. D'autant que cette relation, alors pendant longtemps, s'est posé des questions sur cette relation. Est-ce que c'était seulement une amitié? Est-ce que seule Nathalie avait ça, on savait qu'elle avait qu'elle espérait et qu'elle était, elle va avoir une sorte de passion tout de même pour Gustav Mahler. Mais ce texte, cette lettre qu'on a découverte assez récemment, en 2011, je crois, montre qu'à plusieurs reprises, il y a tout de même eu entre eux un petit peu plus et même nettement plus qu'une intimité amicale, purement amicale, mais amoureuse. Donc ça explique aussi qu'elle espère quelque chose. Et puis c'est en cachette toujours de la sœur. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a des scènes assez étonnante où elle rejoint Mahler, mais vous savez, un peu comme des adolescents avec les parents, en évitant de réveiller Justine. Il faut qu'elle passe à travers la chambre, etc. Ouais. On a l'impression qu'il y a eu cette relation, qu'elle évidemment espérait que ça dure. Mahler ne donne pas cette impression, lui. Non. Et puis il avait de toute façon des relations quand même assez compliquées et dures, difficiles avec les femmes. C'est assez compliqué de le comprendre, en fait, pour être honnête. Je pense que Nathalie, et elle en est très consciente parce qu'elle le dit, elle cite pas Mahler, mais elle le dit en général. Et elle dit, au fond, les hommes aiment les femmes qui les font souffrir. Enfin, elle n'exprime pas ça de cette manière-là, mais c'est ça le contenu. Et moi, je suis trop calme, trop dévouée, je n'éveille pas ce type de sentiment. Et c'est assez étonnant aussi comme façon de voir les choses. Et quand on voit les relations qu'a eues Mahler, ou les femmes qui l'ont attirée, Anna von Mildenburg, qui est une diva, finalement, une grande cantatrice, ou bien sûr Alma. C'est vraiment d'autres types de femmes. Donc je crois que, malheureusement, on pourrait dire pour Nathalie Bauer-Lechner, ou heureusement, j'en sais rien, après tout, on ne peut jamais préjuger, peut-être qu'elle aurait été très malheureuse avec lui. En tout cas, en effet, ça restera une relation un peu comme ça, en pointillé, si je puis dire. Mais est-ce que justement cette relation plutôt sereine et non pas qui ne se vit pas dans le tumulte de la passion, est-ce qu'elle a eu une incidence sur l'activité créatrice de Mahler? Est-ce qu'elle lui a apporté finalement une espèce de sérénité qui lui permettait de composer, ou au contraire, l'acte créateur ne venait qu'en réaction, parce que vous évoquez à un moment aussi l'acte créateur en réaction au désir, une sorte de désir inassouvi. Comment est-ce que vous la situeriez dans cette... Alors, oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises, c'était des amours malheureuses pour Mahler, qui générait, en fait, faisait jaillir la composition. Je dirais que Nathalie, justement, a plutôt le rôle d'une épouse, au sens traditionnel, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte, quand ils sont ensemble, puisqu'ils composent pendant les vacances, lui-même se nomme le compositeur d'été, enfin, il n'y a que ce moment-là où il a assez de temps. Pris par ses activités, il est pris par de ses chef d'orchestre. Et aussi directeur, quand il est directeur d'opéra, etc. Et donc, elle, son rôle consiste à faire en sorte que rien ne vienne
gêner son travail. Ça, c'est net, puisqu'elle raconte qu'il ne supporte pas le moindre bruit, donc elle fait le tour de tout ce qu'il y a autour de la petite maison pour... réclame des bouchons pour mettre dans les oreilles. Oui, alors il demande qu'elle lui apporte les ancêtres des boules qui des bouchons d'oreilles, mais aussi elle va jusqu'à donner de l'argent à des enfants qui font du bruit pour qu'ils aillent, ou des friandises pour qu'ils aillent plus loin, etc. Donc elle fait ça. Et puis aussi, elle estimera que, par exemple, pour la deuxième symphonie, elle a joué un rôle parce qu'elle lui a redonné confiance, si vous voulez. Il y avait eu une interruption. Elle l'a aidée. Voilà, donc... Mais elle n'est pas à l'origine de l'inspiration. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Mais en même temps, comme elle lui pose des questions de musicienne sur sa façon de travailler, il est possible qu'indirectement, elle lui ait aussi permis d'approfondir certaines questions. Et j'ai trouvé intéressant de regrouper un peu des réponses de Mahler à ces questions, parce qu'on voit à quel point elle l'interroge de manière assez obstinée et poussée parfois sur la façon dont il crée. Est-ce que dans les leaders, par exemple, est-ce que ce sont les paroles qui génèrent la musique ou l'inverse, etc. Ou sur le rôle aussi de la création, de la composition par rapport à la nature, etc. Donc je pense que leur conversation, leur dialogue pendant ces 10 années où ils vont être beaucoup ensemble, pas seulement pendant les vacances, elle le rejoint à Hambourg, il se voit à Vienne, elle assiste à évidemment tous les concerts, etc. Donc il est possible aussi que ça c'est joué un rôle dans sa création. Ouais. Et 10 années, pourquoi Evelyne Blok-Dano? Qu'est-ce qui a mis fin à cette entente? Ce qui met fin à cette entente, c'est évidemment l'arrivée d'Alma Schindler dans la vie de Mahler, qui est une sorte d'évidence, je pense, pour Mahler, même s'il se pose beaucoup de questions à cause de la différence d'âge. Oui, vous avez presque 20 ans d'écart. Oui, voilà, et elle est encore toute jeune, mais il est immédiatement séduit, et quand... il la rencontre en 1901, je crois, et il se marie l'année suivante. Il se marie, et il se fiance tout de suite, presque tout de suite. Ouais. Et à ce moment-là, elle arrête, Nathalie arrête ses souvenirs, enfin ce qu'on a appelé en français ses souvenirs de Gustav Mahler, mais c'est Mahleriana, elle arrête et elle le dit, Gustav Mahler s'est fiancé il y a 6 semaines, et donc elle arrête à ce moment-là. Alors, est-ce qu'ils ont continué à se voir ou pas? Probablement pas. Il semblerait qu'ils ne se soient plus jamais vus. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans cette lettre. Ils ne se reverront pas. Une dernière question, Evelyne Blok-Dano. On l'a évoqué donc en 1897, quand Mahler va prendre la tête de l'Opéra de Vienne, donc il doit se convertir au catholicisme. Puisque c'est également un des aspects, un des sujets que vous abordez dans votre livre, quel rapport avait Mahler avec ses origines, avec le judaïsme? Ça, c'est une question compliquée. Vous avez 20 secondes. Oui. J'ai 20 secondes, c'est ça. Oui. Alors, je vais vous répondre un peu à la façon, si je puis dire, de Leonard Bernstein. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même quelque chose que Bernstein a beaucoup réfléchi et a pensé. C'est-à-dire que, bien sûr, il se convertit, mais Schnitzler dira la même chose, même converti, reste juif. Et alors, ça ne veut pas dire que lui se sent véritablement juif, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les autres le voient de cette façon-là, et il sera encore en but à l'antisémitisme. Donc, c'est assez complexe. C'est toute l'histoire de Vienne aussi, et de l'Autriche,
à cette époque. Oui, à cette époque, c'était malheureusement un phénomène, Oui, c'était dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Absolument, Ouais. puisque le maire de Vienne aussi est l'un des antisémites les plus notoires. Ouais. Et donc, il y a là une sorte de... non pas de contradiction, mais de complexité, c'est-à-dire à la fois... il a été élevé quand même dans un milieu juif, sans aucune, d'ailleurs, les parents, les grands-parents, etc., ils sont tous enterrés. Non, il a été circoncis, fait sa bar mitzvah, etc. Mais il ne pratique pas. Et il y a eu en même temps à Jihlava, et c'est ça qui est intéressant, mais là c'est un petit peu... Quand on est à Jihlava, on comprend très bien cela, parce qu'on comprend à la fois que la synagogue a été détruite et qu'il en reste qu'un mur, c'était une immense synagogue, mais il y a aussi des églises. Et lui, il a grandi... il a fréquenté, si vous voulez, aussi bien les chœurs dans les églises que vraisemblablement la synagogue à des moments ou autres. Son père fait partie de la communauté juive et voilà. Donc tout ça, c'est un substrat, si vous voulez. Et je pense que souvent, quand on lit sur Malheur, il y a un peu ceux qui disent « Ah non, 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 ça, il n'accorde pas d'importance à ça. » Et les autres « Ah mais si, 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 c'est très important. » Je pense que ça fait partie de sa personnalité. Et c'est aussi, comme beaucoup de juifs viennois à l'époque, eh bien, une forme peut-être d'assimilation, si vous voulez, mais qui très vite va rencontrer malgré tout l'antisémitisme. Une des pièces de l'opus 19 d'Arnold Schoenberg, donc un des grands compositeurs viennois de l'époque, cadet de 14 ans de Gustav Mahler. Donc ainsi se termine donc notre entretien. Evelyne Blok-Dano, je rappelle donc le titre de votre livre, L'âme sœur. L'âme sœur, on a bien compris de qui il s'agissait. C'est évidemment Nathalie Bauer-Lechner, L'âme sœur, qui vient de paraître chez Stock, une coédition Stock France Musique. On peut d'ailleurs vous retrouver une série de podcasts que vous avez fait pour France Musique, pour accompagner la sortie de ce livre. Et puis, on va avoir la chance d'avoir maintenant un concert en rapport avec le livre. Et puis aussi, il faudrait, Evelyne Blok-Dano, que vous nous présentiez un peu les musiciennes qui sont là. Vous les avez évoquées au tout début de notre entretien et expliqué qu'elles étaient aussi quelque part à l'origine de votre projet, de votre livre. Parce qu'il y a donc ce livre qui vient de paraître, mais il y a également un disque qui s'appelle Malheur intime, auquel vous avez participé, auquel donc les musiciennes ont participé. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter, Evelyne Blok-Dano? Alors, nous avons entendu Virginie Busquet au violon. Alors, c'est pas le bon ordre, hein, je sais. Bon, ils m'ont expliqué qu'il y a un ordre
présenter les musiciennes, maintenant ça m'immobilise. Dans l'ordre où je les vois. Voilà, Anne-Lise Gastaldi au piano, qui était avec Virginie, donc toutes les deux ont été vraiment à l'origine, je pense qu'on peut le dire, de ce projet, et Anne-Lise en dira quelques mots. Notre Benjamine Violaine Despérou, qui est à l'alto, donc l'instrument de Nathalie. Donc elle m'a aidée aussi, Violaine, en me donnant des petites pistes. Et Diana Ligeti au violoncelle, et je ne vois pas Jennifer qui va arriver, qui est soprano. Voilà. D'accord. Et donc ces 5 musiciennes se retrouvent sur ce disque Malheur intime, c'est ça? Exactement. Alors je pense que c'est assez... Bon, c'est l'une d'entre elles, elles ont l'air de se passer, donc qui vont nous expliquer peut-être mieux, je pense que c'est bien que ce soit vous qui parliez du disque lui-même et du projet, parce que c'est pas seulement un disque, hein, c'est un disque avec un livret, donc il y a vraiment aussi une partie de texte qui est importante. Anne-Lise. Oui. L'idée au début, c'était donc de demander à Evelyne de participer à ce livret. Et puis finalement, elle s'est émancipée. Elle a écrit cette magnifique biographie. Mais notre label, donc Elstir, on l'a créé, nous l'avons créé avec Virginie pour relier tous les arts, la littérature, la peinture, la musique. Et c'est le but aussi dans ce disque où il y a vraiment, il y a la plume il y a évidemment celle d'Evelyne Bloch-Dano, mais nous avons rencontré la petite fille de Gustave Mahler, Marina Mahler, des spécialistes de Mahler qui ont écrit, les compositeurs qui ont composé pour ce disque, à savoir Gérard Pesson, que nous allons entendre la transcription de la pièce que je viens de jouer à la fin de notre bref concert. Noriko Baba, qui a écrit également, qui a fait il y a une création qu'on entendra aux Journées musicales Marcel Proust en octobre, mais qui a créé une pièce d'après Le Chant de la Terre de Gustave Mahler. Et voilà, Édouard Delal, qui a fait des transcriptions magnifiques de la 4e symphonie. Et ce projet s'est tissé avec l'âme de chacun, avec les rebonds, les imprévus, les coups de cœur, les rencontres, les aléas, que ça continue encore ce soir, on peut le dire. Donc voilà, tout n'a été que invention et chemin inattendu. Et finalement, c'est beau. Enfin, je ne veux pas accaparer Non, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que ce malheur intime, ça permet d'entendre autrement malheur. Et je trouve que, tu as prononcé le mot âme, et je dirais simplement ça, c'est qu'il y a quelque chose de l'âme de malheur qu'on entend dans ces transcriptions et dans cette musique, puisqu'il n'a pas ou peu écrit de musique de chambre. Et donc là, quelque chose transparaît qu'on n'entend pas forcément il me semble, dans les symphonies, qui est peut-être présent, mais là, vraiment, ça émerge comme, vous voyez, quelque chose qui viendrait à la surface. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre Mahler dans sa musique symphonique, et que là, on a emprunté un autre chemin grâce aux transcriptions. Mais je dois ajouter, même si Anne-Lise en parlera mieux que moi, qu'on a eu une sorte de miracle qui nous est arrivé avec le piano de Stéphane Polello, l'opus 102, et qui, grâce à ce piano, je pense que le piano s'est un petit peu transformé en orchestre, parce que c'est un piano qui a des sonorités assez incroyables, et on a eu la chance d'enregistrer ce disque dans son studio et avec son piano. Et alors là, peut-être quelques mots sur le concert que l'on va entendre. Est-ce qu'il reprend une partie du programme du disque, et surtout quels sont les compositeurs que l'on va entendre? Alors, il nous mène par un chemin de traverse vers certaines des compositions du disque, notamment les leaders d'Alma, de Gustave Mahler, et puis l'Adagietto de la 5e symphonie, qui est un peu comme une romance sans parole dans cette version, enfin, qui est peut-être une autre œuvre, et en même temps qui est tellement envoûtante. Enfin, l'aura de cette œuvre a été
doit aussi à Visconti, à Mort à Venise, bien sûr. Mais nous avons décidé de parcourir un chemin qui part de Mozart. Mozart, alors, il paraîtrait, Evelyne, je ne sais pas si tu as des sources plus sûres que les miennes, mais que le dernier mot de Gustave Mahler à sa mort a été Mozart. Il paraît qu'avant de mourir, avant son dernier souffle, il a prononcé le nom du compositeur plusieurs fois. On le lit dans des biographies, mais c'est peut-être une anecdote et un rêve. En général, avec les grands hommes, ont toujours des paroles voilà. merveilleuses. Alors oui. Bon, mais il a dirigé, en tous les cas, toute sa vie, les opéras de Mozart. Donc nous partons de Mozart. Nous continuons avec Brahms. Brahms parce que c'était un ami qu'il fréquentait et grâce à qui il a pu être nommé... qui l'a appuyé pour sa nomination à l'Opéra de Vienne, Brahms. Et grand ami de Nathalie aussi. Et grand ami de Nathalie. Schumann, parce que Schumann, c'est la racine, c'est le romantisme dont qu'Alma va récolter. Elle va l'aurore du romantisme, le romantisme à son apogée, c'est Schumann, et avec Alma Mahler, les deux leaders qu'on entend par la suite, c'est peut-être le crépuscule du romantisme, mais elle appelle déjà Schoenberg dans son écriture, mais en tous les cas, il y a ce romantisme bien présent. Et puis, Mahler a fait des transcriptions des symphonies de Schumann, et puis, évidemment, Alma, Gustave, et puis voilà, on restera avec lui jusqu'au bout, avec peut-être un deuxième adieu, mais dont on vous reparlera tout à l'heure. Voilà.
ist mir wie ein Trost, eine Stimme still, die dein Herz aufruft, das verzagen will. Kleines gelbes Licht, bist mir wie ein Stern, überm Hause uns Jesu Christ des Herrn. Und da löscht es aus. Und die Nacht wird schwer. Schlaf, Herz. Schlaf, Herz. Du hörst keine Stimme mehr. Und zürnig, wenn mein Begehren dunkel auf seinen Grenzen bricht, soll es uns selber nichts verzehren. Ist es los uns leicht, uns leicht. Fühlst ja, wie all mein Inneres brandet. Und wenn herauf der Aufruhr bricht, über deinen Frieden strandet, dann gibst du aber du zürnst mir nicht. Liebst du Schönheit, o nicht mich lieber, liebe die Sonne, sie trägt ein goldenes Haar. Liebst du Jugend, o nicht mich lieber, liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr.
la première partie, l'opus 19, numéro 6 d'Arnold Schoenberg, cette fois-ci dans une transcription de Gérard Pesson. Et comme vous voyez, Agnès est en train d'enlever le pupitre, car Gérard Pesson a eu la très poétique idée de jouer à l'intérieur du piano, de faire jouer à l'intérieur du piano.